Le mercato, c'est quelque chose de très compliqué, il y a tellement d'informations, c'est très dur de savoir à qui on peut se fier. Mais comment c'est possible qu'au sein de ce monde si confus, il y ait une personne qui soit considérée comme la référence absolue, une personne qui soit considérée comme absolument infaillible? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Là, actuellement, il n'y a pas de match, mais ma phrase d'intro, si on la traduit au moment de football dans lequel on se trouve, ça signifie « J'espère que votre équipe réalise plein de bons transferts ». Et en parlant des transferts, il y a une personne qui est absolument incontournable, le grand oracle du mercato, le grand prophète de la période estivale, Fabrizio Romano. Son cas, il me fascine, il m'interroge. Comment est-ce qu'à 29 ans, une seule personne a pu devenir la référence ultime, la Bible du marché des transferts? Il est plus suivi sur Twitter que Marca, que l'équipe, que Sky Sports. Il y a une anecdote assez drôle où il y a Maya Yoshida, un joueur japonais, qui disait sur Twitter « Comment est-ce que c'est possible que Fabrizio Romano, il était au courant du fait que j'ai reçu une offre de Trabzonspor, alors que ma femme, elle n'est même pas au courant de ça ?» Cet homme sait absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui vaut le détour de Fabrizio Romano, mais surtout essayer de comprendre comment cet homme est devenu aussi incontournable, dominant, comment cet homme est devenu la référence ultime sur le marché des transferts. Sa première info mercato, Fabrizio Romano, il va la sortir quand il a seulement, tenez-vous bien, 17 ans. À cette époque-là, il vit toujours chez ses parents, à Naples, il étudie, et il écrit quelques articles sur le foot par-ci par-là qu'il essaye de refourguer à des sites spécialisés de football en Italie. Et un jour, il y a un agent qui le contacte, on ne sait pas d'où, Fabrizio Romano, il dit « Je ne sais toujours pas à ce stade comment cet agent a eu mon numéro », mais c'est un agent qui est basé à Barcelone, il est italien, et lui, il aimerait bien faire venir au sein de son portefeuille Mauro Icardi, qui à l'époque joue pour les jeunes du Barça, et Gérard Deulofeu. Il demande cet agent-là à Romano s'il est d'accord d'écrire un article de présentation en somme sur ces deux joueurs-là. Romano, il s'exécute, l'agent, il va réussir à faire venir dans son sérail Icardi et Deulofeu, et en échange, il va donner l'info à Romano comme quoi Icardi va quitter les jeunes du Barça pour signer à la Sampdoria. Première info pour Romano qui a publié sur Tutto Mercato Web. C'est pas une info qui a un grand retentissement à l'époque parce que la Samp, elle joue en deuxième division italienne seulement. Mais en novembre 2013, cet agent, il recontacte Romano et là, c'est le début des grandes choses. En novembre 2013, Romano, il a 18 ans cette fois et cet agent, il lui dit « Tu m'as aidé par le passé, c'est à mon tour de t'aider, je vais te donner une info exclusive. » Icardi va signer à l'Inter cet été en provenance de la Sampdoria. Et ce qui est très fort de cette info, c'est pas seulement qu'elle est exclusive, c'est qu'elle est sortie avec 6 mois d'avance. Romano, il la publie sur un site qui est spécialisé au sujet de l'Inter, un site que Romano dirigeait. L'info, là, pour le coup, c'est une info significative qui, vraiment, une info que personne n'avait imaginé encore plus. 6 mois à l'avance, l'info, elle sort. Romano se fait remarquer, il va, cette fois, partir à Milan, à Sky Sports Italia, où il va apprendre aux côtés du meilleur Gianluca Di Marzio, qui était à l'époque l'homme qui savait tout en Italie. Et là, Romano, il apprend le métier. Il écume la ville de Milan, le jour, la nuit, pour aller dans les hôtels, dans les restaurants, rencontrer les gens du football, les directeurs sportifs, les agents, faire son réseau. Petit à petit, son réseau, il se bâtit, il est toujours très très jeune à cette époque-là, mais il va avoir plusieurs années d'apprentissage. Son carnet d'adresses se remplit, il sort toujours plus d'infos exclusives, son audience croît. Entre-temps, il a commencé à tweeter en anglais, il a très bien compris tout le potentiel qu'avaient les réseaux sociaux, la viralité du marché des transferts aussi, il joue avec. Il est passé de quelques centaines de milliers de followers, je crois en 2019 ou même début 2020, à 10 millions aujourd'hui. L'été passé, il a confirmé les transferts de Varane à United, de Messi au PSG, de Ronaldo à United, de Lukaku à l'Inter. Le départ de Zidane au Real, je crois même que c'est une info exclusive de sa part. Bref, c'est la référence absolue. Référence, terme que j'ai déjà dû utiliser 12 fois dans cette vidéo. Mais la question qui vraiment me passionne aujourd'hui, mais c'est comment c'est possible que cet homme sache tout? Alors oui, il bosse 19 heures par jour, durant les périodes de mercato, il travaille jusqu'à 5 heures du matin, il recommence le travail à 10 heures, il parle 4 langues, parmi lesquelles l'espagnol et le portugais, ce qui est très utile pour toutes les questions de mercato. Vous imaginez bien, il a un carnet d'adresses faramineux, ça permet en grande partie d'expliquer sa connaissance, son succès, mais ce qui me rend presque fou, c'est comment est-ce que c'est possible qu'on lui fasse davantage confiance à lui qu'à des journalistes qui bossent H24 sur un même club.
Comment est-ce que parfois il arrive à faire passer, ou il fait passer malgré lui plutôt, des journalistes qui sont spécialistes d'un club, qui connaissent tout le monde au sein d'un club pour des incompétents, alors que lui, vraiment, il est généraliste. En fait, je crois, c'est ma thèse d'aujourd'hui, qu'il a compris une chose qui est absolument fondamentale, et cette chose-là, on la retrouve parfaitement au sein du transfert de Bruno Fernandes du Sporting à United. Bruno Fernandes, c'est son premier gros transfert, il le dit lui-même. Et quand il annonce la signature, dans son tweet, il dit Bruno Fernandes to United, here we go. Et ce here we go qui va devenir sa catchphrase, c'est absolument décisif. En fait, il permet de s'assurer que le transfert va se faire. C'est une certitude. Et en tant que suiveur, nous, ce dont on a besoin sur le mercato, je crois bien, ce sont des certitudes. Et ce rôle-là, celui de donneur de certitude, Fabrizio Romano, il le remplit à merveille. C'est ça le rôle qu'il occupe dans l'information, dans la presse de mercato. En fait, je sais pas vous, mais moi, 9 fois sur 10, quand je vois passer une info qui touche le marché des transferts, c'est un peu malheureux, mais je suis obligé de la rejeter parce qu'il n'y a aucune façon pour moi de savoir si cette info elle est vraie ou pas. Aucun moyen. Il y a bien certains journalistes, je sais que je peux avoir confiance en eux, David Ornstein, Christian Falk, pour le Real il y a quelques journalistes, pour le Barça la même chose, mais en règle générale, 9 fois sur 10, c'est impossible pour moi de savoir si une info elle est vraie ou pas, et c'est un peu presque un mécanisme d'autodéfense, tu rejettes. Tu es obligé pour faire le tri. Et ça c'est dû à la façon dont fonctionne le mercato. Souvent, les infos qui sortent sur le mercato, c'est un peu triste, mais c'est des infos pour rendre service à tes agents, pour faire monter le prix d'un joueur ou pour faire fonctionner la concurrence. C'est des infos qui ont été commandées, ou alors c'est des infos qui sont tournées de façon à ce qu'un club s'en sorte mieux qu'un autre. C'était marquant dans la saga Mbappé cet été, parce que vous aviez l'Espagne qui sortait des infos qui arrangeaient bien le Real Madrid, qui le faisait paraître sous un meilleur jour. En France, on faisait la même chose avec le PSG, et puis dès que le Parisien sortait une info, en Espagne on disait c'est le Parisien, il ne faut pas leur faire confiance, c'est l'organe de propagande du PSG. En France, on disait la même chose au sujet de Marca. On sait très bien aussi la façon dont le clan Mbappé choisissait de nouer certaines relations avec certains journalistes plutôt qu'avec d'autres. Alors ça fait qu'on se dit, ok, ce journaliste, il a une ligne directe avec Mbappé, mais en même temps, comment est-ce qu'on ne sait pas que le clan Mbappé lui fait passer un peu toutes les infos qui l'arrangent lui? C'est vraiment hyper compliqué en tant que suiveur extérieur, parce qu'on sait très bien qu'il y a une instrumentalisation des médias de la part des acteurs du football durant les périodes de mercato. Et la deuxième chose, la deuxième logique qui est à l'œuvre au sein du mercato et de la presse, c'est le fait de sortir des infos pour vendre. Je vous donne un exemple, Marca et AS, et ça vaut aussi pour les journaux italiens, là où ils font leur meilleure vente, c'est en été. Les gens, ils sont en vacances, ils sont à la plage s'ils ont la chance d'y aller, mais il n'y a pas de match. Alors il faut remplir le papier, et il faut vendre du rêve aux gens. Et pour ça, on parle de mercato, de futurs transferts. Chaque jour, il faut venir avec une info en plus. Et les journalistes, c'est pas à eux que je veux jeter la pierre, parce que vous savez très bien que je défends souvent le journalisme sur cette chaîne. Mais il y a la pression d'un média derrière aussi, et il faut sortir toujours du nouveau, occuper l'espace, occuper les pages de journal, occuper le temps d'émission à la radio. Et Fabrizio Romano, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est se démarquer de ces deux logiques-là. Et c'est ce qui fait vraiment sa force. Romano, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a rien à vendre. Il n'a pas un abonnement de télévision à vendre, il n'a pas un journal à vendre. Et lui, il peut être sur un temps qui est un petit peu plus long. Le temps du mercato, c'est toujours très court, mais il peut être sur un temps où il a la possibilité d'attendre un peu, de confirmer les informations. S'il n'y a pas de nouveaux développements, il n'a pas besoin de les sortir. Et en plus, comme il est généraliste, s'il y a un dossier qui n'avance pas, il peut parfaitement se concentrer sur un autre dossier. Il n'y a pas de souci à se faire pour lui, il y a toujours des choses à sortir. Mais par exemple, sur le dossier qui nous occupe aujourd'hui, c'est Ronaldo et son possible départ du United, s'il n'y a pas d'évolution, ou sur De Jong et sa sortie du Barça, il n'a pas besoin de publier, là où un média qui s'occupe du Barça tout le temps, chaque jour, pour occuper le terrain, il doit publier des informations. Pas vrai? Lui, il dit qu'il n'a rien à vendre, et c'est ce qui lui permet de sortir des infos que quand il est absolument sûr de ces informations-là. Il le dit textuellement, je sors uniquement des choses quand je suis certain qu'elles sont vraies. Et ça, nous, en tant que suiveurs extérieurs, c'est très positif parce qu'on sait que lui, quand il sort une info, c'est vérifié, c'est véridique. Il sort une info, ça se vérifie, sa réputation grandit, on lui fait confiance, il devient une voix autorisée, une voix de prédilection sur le mercato, il devient une référence. Par contre, cette volonté qu'il a de sortir uniquement des informations une fois qu'il est absolument sûr qu'elles sont vraies, ça fait que c'est plus difficile pour lui de sortir des informations exclusives.
Lui, il est plus dans un rôle actuellement de confirmation d'informations, de validation. Là où dans sa carrière, il pouvait sortir davantage d'infos exclusives. Aujourd'hui, il en sort encore, hein. Mais il est plus dans un rôle où tu vois une information passer sur ton club et tu dis « Oh, intéressant, je vais aller voir ce que Fabrizio Romano en dit. » Est-ce qu'il valide? Est-ce qu'il valide pas? Il est plus dans ce dernier rôle, hein, de dernier échelon de la chaîne où il va valider les informations. Alors ça lui vaut des critiques, clairement, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un tap-in merchant qui met que des buts une fois qu'il n'y a plus le gardien et que c'est facile en fait de confirmer ces informations-là. Une fois que tous les autres collègues ils ont fait le travail, lui il n'a plus qu'à aller consulter ses sources et se servir. En gros, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça son métier honnêtement, mais c'est vrai que d'un point de vue exclusivité, ben là il est plus aussi fort qu'il y a quelques années, mais d'un point de vue crédibilité, il est au top. Et d'un point de vue éditorial, il a fait le meilleur choix possible parce que tout le monde lui fait tellement confiance, il a un statut qui est tellement élevé, il est mis sur un piédestal parce qu'il a fait ce choix éditorial-là qui se concentre sur un temps qui est un petit peu plus long. Alors bon, après l'avoir encensé tout au long de la vidéo, on peut quand même formuler quelques critiques. C'est pas vrai quand il dit qu'il a absolument rien à vendre, à la différence des médias traditionnels. Non, il est à la tête du business du siècle. Il y a tellement de gens qui le suivent. Il y a une course au retweet qui est assez forte aussi parce que les réseaux sociaux, c'est grâce à ça qu'il fait son beurre. Sur Twitch, ils souscrivent les gens à des abonnements, ça lui permet d'apporter des revenus aussi. Il n'a rien à vendre à part sa réputation et sa gigantesque audience. On sait aussi que dans le business, il a des gens avec lesquels il s'entend bien, des amis, qu'il n'est pas toujours forcément neutre au sujet de certains directeurs sportifs au moment de faire des articles. La course ORT, j'en ai parlé aussi. Bref, il sait très très bien gérer une audience, créer un engagement, un engouement, etc., etc. Mais ça reste une personne qui a trouvé sa voie sur le mercato, qui a trouvé un filon, le bon filon, et qui est devenue une personne qu'on met sur un piédestal, une personne qui est une espèce d'auréole sur le mercato. Un monde, je répète, où c'est tellement compliqué pour les journalistes de trouver des infos, c'est vrai, et pour nous, les suiveurs du football, de naviguer parce qu'on ne sait jamais à qui se fier. Lui, il a trouvé sa voie et il a trouvé son rôle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette tentative d'analyse vous aura plu. Je me réjouis de lire vos commentaires. J'ai aucune idée de ce que vous pouvez mettre dans les commentaires au sujet d'une vidéo comme ça, mais je me réjouis de vous lire. Encore vous remercier pour tous les commentaires sous la vidéo de la semaine passée pour mon retour, ça fait vraiment plaisir. Et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!